santé. On est évidemment là pour parler de Paulo Costa contre Marvin Vettori. C'est l'œil du Christ. Alors, c'est le genre de combat que je n'aime pas analyser, dans le sens où on doit trop parler de ce qui se passe à l'extérieur du combat et pas assez de ce qui va se passer dans la cage. Je vais illustrer ça d'une manière très simple. Si le combat avait été organisé suite à la victoire de Paulo Costa contre Romero, on va pas se mentir, tout le monde, absolument tout le monde, aurait vu Paulo Costa s'imposer assez facilement contre Marvin Vettori. L'analyse aurait été relativement rapide. En tout cas, on l'aurait vu gros favori dans ce combat. Sa première défaite de sa carrière, c'était contre Israel Adesanya en septembre de l'année passée. Ce qui veut dire qu'il n'a plus combattu depuis 1 an. On l'a vu sur les réseaux sociaux de manière assez bizarre, comme s'il avait mal vécu sa première défaite, et sa seule défaite du coup. On l'a pas reconnu du tout dans le combat contre Israel Adesanya. Donc on attend, évidemment, moi je crédibilise toujours le vainqueur. Pour moi, c'est Israel Adesanya qui a nullifié le jeu de Paulo Costa. Paulo Costa a complètement freeze dans ce combat. Et on se demande si d'un côté il a continué à bien se préparer. Dis donc, il est bon ce vin. Merci Paulo Costa. On se demande s'il a continué à bien se préparer, si mentalement ça va bien. Et ça me fait poser vraiment des questions sur ce combat contre Marvin Vettori. Je suis allé voir, et en termes de cote de pari, ça a ouvert en pick M, donc on va dire très équilibré, et maintenant on voit un Vettori qui est entre légèrement et modérément favori dans ce combat. Pourquoi est-ce qu'il y a ce changement ? Pourquoi est-ce que les gens commencent à mettre leur argent sur Vettori ? C'est fort probablement dû à l'interview d'hier de Paulo Costa qui annonçait qu'il était incapable de faire le poids. Comme j'avais dit pour Nick Diaz il y a quelques semaines, je pense que c'est un indicateur sur le point de vue mental, qu'il n'est pas dans le coup. Ça fait 1 an qu'il a plus combattu, ça fait très longtemps que ce combat est prévu. Il a complètement eu le temps de bien se préparer, de préparer son cut, et il n'y est pas arrivé. Pour moi, c'est un indicateur qui nous qui nous pousse à croire en tout cas que il a vraiment du mal à se remettre de cette défaite et que mentalement il sera peut-être pas présent dans le combat. Et c'est un peu ça qui est ennuyant, c'est que faire une analyse de ce combat risque d'être complètement faussé par l'aspect mental de Paulo Costa. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? J'ai quasi fait le tour. Non, j'ai quand même... Sur papier, c'est un très chouette combat cependant. Techniquement, stratégiquement... même si stratégiquement Paulo Costa et Marvin Vettori ils ont eu les pires game plans possibles et imaginables contre Israel Adesanya, et ça reste un combat qui, si les deux arrivent au top de leur performance, va délivrer de belles choses pour les fans de violence et même les fans de technique. Évidemment, ils sont tous les deux dans le top 5 indéniablement de la division middleweight, qui reste une division historiquement bonne, avec du talent. Donc on n'a pas un moche combat. Le problème qui vient se greffer à ça, entre guillemets, c'est que Paulo Costa a pas du tout été convaincant contre Israel Adesanya, et Marvin Vettori a perdu 2 fois contre Israel Adesanya. La deuxième fois était encore moins convaincante que la première fois. Il a pas du tout adapté son jeu, et moi je suis un grand observateur des réactions post-défaite. Sur mon CV, d'ailleurs, il y a marqué « Il ne faut pas confondre », enfin, je l'ai mis en anglais, mais je le traduis, « Il faut pas confondre excuse et raison ». Une excuse te fait pas évoluer. L'analyse d'une raison, c'est ça qui te permet de mettre en place les choses pour améliorer une situation. Autant Paulo Costa que Marvin Vettori, ils ont trouvé des excuses, et je pense que Marvin Vettori, il fait partie des pires excuses de l'histoire du MMA. Il considère avoir gagné. Alors dans le combat, avec l'adrénaline, sur le ressenti du moment, peut-être c'est très difficile pour un combattant d'évaluer où est-ce qu'il en est dans le combat, même si
quand c'est pas serré, on devrait quand même avoir une idée. Mais pendant le combat, il s'est presque pris la tête avec son coach en disant non, je suis en train de gagner. Et après le combat, donc il a eu le temps de revoir ça à la télé, il est encore persuadé d'avoir gagné. Ce qui me fait dire qu'il a pas envie de travailler sur son jeu. Il va pas spécialement évoluer. J'ai fait la blague sur Twitter. Paulo Costa, son game plan, c'est wine and wine. Donc wine, vin, et wine avec un H après le W, se plaindre. Donc c'est un peu à l'opposé de John Kavanagh, win or learn. Eux c'est win or wine. Donc gagner ou se plaindre. Bref, tout ça pour dire que aucun des deux n'a été convaincant contre le champion actuel. Si on part du principe que Israel Adesanya défende contre Robert Whittaker 2, qui sera un énorme combat, et je pense que c'est plus serré que ce qu'on peut penser, et qui défend, peu importe, sur le prochain contender, enfin, disons que si Israel Adesanya reste champion, que ce soit Marvin Vettori ou Paulo Costa, ils sont dans une position très difficile, parce que d'un point de vue marketing, c'est très difficile de vendre un rematch pour Paulo Costa, et je trouve encore pire, Vettori, un troisième combat. Il a perdu 2-0, c'est très difficile d'exciter le public pour un troisième combat alors que c'est déjà 2-0. Ça peut arriver. Max Holloway, je pense que clairement, il peut obtenir son troisième combat contre Volkanovski parce que les deux premiers étaient serrés, parce qu'il a été convaincant depuis sa deuxième défaite controversée contre Volkanovski. Mais ici, Marvin Vettori va devoir être convaincant, je pense, au moins 3 fois avant de pouvoir prétendre à un troisième combat contre Israel Adesanya. Et quand je dis convaincant, il faut à la fois qu'il soit convaincant dans ses victoires, mais dans le changement de style. Il peut pas rester lui-même et continuer à gagner des combats parce que on n'aura pas d'indicateur que la troisième fois qu'il rencontrerait Adesanya, ça changerait d'une quelconque manière. Paulo Costa, c'est un peu différent. Si on part du principe qu'on a considéré qu'il a freeze contre Adesanya la première fois et qu'il revient de manière convaincante contre Marvin Vettori, d'un point de vue marketing, on pourrait vraiment jouer un peu sur cet aspect-là. Il n'était pas lui-même, etc., etc. L'UFC est très fort pour ça. Donc, voilà. Mais c'est un combat qui reste difficile parce que c'est le numéro 2 contre le numéro 5 de la division, si je me trompe pas. Le vainqueur, clairement, il doit rester en lice pour le title shot. Mais à moins que Israel Adesanya ne perde sa ceinture, il n'y a rien qui justifierait en 2022, voire même en 2023, une nouvelle chance pour l'un comme pour l'autre. Donc on a un main event ce week-end qui est dans le haut d'une division, mais qui finalement a peu d'importance par rapport au ranking de la division. Ok, maintenant j'ai un peu fait le tour de tout ce qui concerne les à côté du combat. En fait, je peux même rajouter, Paulo Costa demande à ce que ce soit fait un catchweight, donc même s'il gagne de manière convaincante face à Vettori, il n'y a aucune chance qu'on lui donne le title shot. Aucune chance. Ton title shot, tu dois savoir faire le poids, et je pense que c'est arrivé qu'une seule fois que quelqu'un rate le poids, puis obtienne son title shot sur une victoire, c'était Darren Till contre Stephen Thompson pour affronter après Tyron Woodley. On a aussi eu peut-être Deveson Figueiredo qui avait raté la pesée contre Benavidez, mais c'était déjà pour la ceinture. Il a gagné, il a obtenu son rematch en réussissant cette fois-ci la pesée. Mais on est vraiment dans une structure où, voilà, on peut être excité par le combat pour des raisons de violence, mais on peut pas être tant excité que ça pour des raisons de ranking ou de mouvement dans cette division des middleweight. Ok, maintenant, techniquement, on va prendre quelques stats. La vidéo sera trop courte pour que je fasse une pub, mais je mettrai une pub tout à la fin de la vidéo. Si vous voulez soutenir gratuitement la chaîne, laissez-la couler en fin de vidéo avant de regarder la suivante. Ce serait comme ça, les gars. Je profite de dire n'importe quoi pour te demander de like, de commenter et, si c'est pas encore fait, de t'abonner à la chaîne. Ce serait une grande aide. Ok, je regarde les stats ici comme d'habitude sur le compte Twitter MMA Numbers, qui est, Numbers MMA, qui est vraiment un top compte à suivre. Je pense qu'il a aussi un Instagram et il met des chouettes statistiques sur l'UFC. C'est chouette à suivre. Ok, au final, il y a que 2 stats que j'aimerais analyser ici. La première stat, c'est que 94% du temps de combat de Paulo Costa, c'est debout. Je pense que c'est la première fois que je vois cette statistique si haute, ce qui signifie que le temps passé en grappling est de 5%.
parce que c'est 94,75% de temps debout. Donc il y a très peu de grappling. Ça c'est le gros point d'interrogation chez Paulo Costa. On sait qu'il a une bonne takedown defense, 80% de réussite en takedown defense. On sait qu'il a un jeu au sol très explosif, mais à l'UFC on a vraiment vu très très peu de ce qui se passe s'il est mis sur son dos ou même s'il est en top control. Très très peu. Deuxième stat que je veux aborder, c'est le volume de jeu. On a l'impression que Paulo Costa a un volume de jeu bien supérieur à celui de Marvin Vettori, mais c'est pas le cas. En termes de frappes envoyées par minute, on est à 11.12 du côté de Costa et à 12.10 du côté de Vettori. Donc ils ont un volume de jeu totalement similaire en moyenne, évidemment. Ce sont des statistiques qui sont prises en moyenne. Paulo Costa, par contre, a une meilleure précision, mais une moins bonne défense. Il touche son adversaire 6 fois par minute et se fait toucher 6 fois par minute. Il se fait toucher autant de fois qu'il ne touche son adversaire, mais il a vraiment cette stratégie de « je suis prêt à me faire toucher tant que je touche plus fort mon adversaire ». J'ai souvent parlé de cette logique chez les combattants, chez les contreurs, même chez les combattants engageants, mais surtout chez les combattants qui acceptent l'échange, donc pas ceux qui sont là pour toucher sans se faire toucher ou éviter de se faire toucher puis toucher. Ceux qui sont prêts à l'échange, il y a deux logiques. Soit tu touches plus fort, soit tu touches plus pour gagner les échanges. Ça me paraît logique. De l'autre côté, on a un Marvin Vettori qui met un volume de jeu plus élevé que Paulo Costa, mais il a une moins bonne précision, mais il a une meilleure défense. Donc, on est sur des stats similaires en termes de tentatives, mais Paulo Costa touche bien plus ses adversaires et se fait toucher bien plus par ses adversaires que Marvin Vettori, qui est à 4.8 de touche et à 4.33 de se faire toucher. Donc lui, c'est un peu pareil, il se fait quasi toucher autant que qu'il ne touche ses adversaires en pied-point. Donc ça, c'est vraiment que sur la partie striking. Donc, on peut s'attendre vraiment à un combat volumineux où les deux seront prêts à l'échange. Et c'est en garde ouverte, ce qui n'avantage pas spécialement l'un comme l'autre, parce que j'aurais tendance à dire que en général, mais ça, c'est de moins en moins vrai, mais c'est vrai qu'en anglaise on le dit beaucoup, en MMA on le dit aussi, un gaucher est légèrement avantagé par rapport à un droitier parce qu'il y a plus de droitiers. Donc les droitiers à l'entraînement sont plus habitués à affronter des droitiers et les gauchers à l'entraînement sont plus habitués à affronter des droitiers. Donc un droitier contre un gaucher, par question d'habitude, c'est avantageux envers le gaucher. Mais on arrive à une ère du MMA où la stratégie prend beaucoup d'ampleur, donc quand un droitier sait qu'il affronte un gaucher, il va faire en sorte que ses training partners se mettent en gaucher pour s'habituer à cette dynamique de combat. Là où ça s'équilibre, c'est que selon moi, autant Vettori est habitué à des combats en garde ouverte et à des entraînements en garde ouverte, autant le style de Paulo Costa est pour moi plus adapté en garde ouverte. Il a un excellent direct, il a un excellent low kick arrière et de manière générale, sa jambe arrière, middle kick, low kick, high kick, c'est du top niveau. Donc, en termes de game plan, qu'est-ce qui peut faire la différence dans ce combat? Alors, on va faire assez simple. J'ai l'impression que Marvin Vettori est mieux préparé. Marvin Vettori a prouvé 2 fois d'affilée maintenant qu'il sait bien tenir sur 5 rounds. Donc, j'aurais tendance à dire que plus le combat avance, plus Marvin Vettori devrait prendre le dessus progressivement. Bien que Marvin montre des signes de fatigue, il a ce grit, on voit qu'il est fatigué, mais on voit qu'il mord sur sa chic et qu'il continue à donner jusqu'au bout. Paulo Costa, vu sa, j'ai pas envie de dire vu sa musculature, parce qu'on a des gars comme Ousmane qui ont une musculature, on va dire, quasi similaire, qui tiennent sur les 5 rounds, mais généralement, un combattant comme Paulo Costa, qui en plus d'être très imposant et très explosif dans son style, le fait qu'il ait des fast twitch muscles et qu'en plus il ait un style très explosif, fait qu'il fatigue plus vite. On le voit fatigué de temps en temps dans le 3e round contre Romero parce que c'était un combat très très intense. Alors ça c'est justement un bon exemple. On a vu un Paulo Costa qui est capable de tenir tête à un Yoel Romero dans un combat archaïque, chaotique, comme on veut. Le seul qui en a été capable
au même titre que Paulo Costa, et même encore mieux, c'est Robert Whittaker dans les 2 magnifiques affrontements contre Yoel Romero. Donc ici, on a un Marvin Vettori, je dirais, qui, d'un côté, j'aimerais le voir tester la lutte à tout prix contre Paulo Costa pour 2 raisons. Pour fatiguer Paulo Costa, parce que Marvin Vettori a vraiment cette habitude et ce style, et il l'a prouvé contre Kevin Holland. Alors on dit ce qu'on veut sur la défense de lutte de Kevin Holland, Marvin Vettori a prouvé qu'il était capable vraiment de garder cette intensité en lutte pendant 5 rounds et de continuer à être efficace, que ce soit dans les takedowns ou dans le contrôle et l'activité au sol. Donc j'aimerais vraiment voir un Marvin Vettori tester ça, parce que sinon ça va être un peu trop à l'échange debout, et même si Paulo Costa n'a pas le knockout power, ce qui est bizarre, hein. Quand je dis ça, les gens vont peut-être faire des grands yeux, mais dites-moi à quel moment Paulo Costa a utilisé une frappe pour mettre un KO. Non, il donne l'impression de frapper fort, je pense qu'il frappe fort, hein. J'ai pas envie de me ramasser un coup de Paulo Costa, c'est sûr et certain, mais il a jamais eu vraiment ce snap, ce coup de poing qui a mis un KO en une frappe. Enfin, je pense, hein, ou je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui succombe ses adversaires avec du volume puissant, et que l'adversaire tombe sur TKO plus qu'autre chose. Donc Paulo Costa a clairement exploité sa jambe arrière, en low kick pour casser la base, en middle kick parce qu'en garde ouverte ça va saper un peu l'énergie de Vettori, et Paulo Costa, il aime beaucoup utiliser ce kick pour après engager en anglaise et casser la distance. Je trouve que Paulo Costa a un meilleur striking que Vettori, dans le sens où il varie plus son jeu, il utilise plus il mixe plus kick anglaise, il varie plus les niveaux, il utilise beaucoup les body shots, ce qui est rare et sous-utilisé en MMA. Je trouve que ça devrait être bien plus utilisé. Merci à Ilia Topuria de montrer l'exemple, et j'espère qu'il va inspirer plusieurs combattants à suivre j'ai envie de dire ce concept, parce que oui, c'est encore assez nouveau en MMA. En MMA, quelqu'un qui a beaucoup de body shots et qui est réellement efficace avec ça. Lineker montrait un peu cette voie-là, Jessica Andrade chez les femmes, mais on n'a pas encore beaucoup de combattants qui exploitent ça comme il le faut. Marvin Vettori, il est à l'aise en mettant la pression, mais encore une fois, j'ai l'impression que la pression suffirait peut-être pas. Il devrait vraiment mixer entre anglaise, lutte, alors que Paulo Costa devrait plutôt miser sur kick, puis rentrer en anglaise et sortir, kick, rentrer en anglaise, sortir. Grosso modo, et je le dis souvent, mais ici c'est pour des raisons différentes, celui qui va réussir à mettre la pression sur l'autre aura un gros avantage. Parce que par le passé, on les a vus plus efficaces en mettant la pression que sous pression. Clairement, c'est le style de Vettori, avancer, mordre sur sa chic, envoyer sa gauche, lutter. Paulo Costa, il a besoin de mettre la pression pour submerger son adversaire, pour créer des échanges dans lesquels il va être dominant, en frappant plus fort, pas en frappant plus, même s'il combine quand même de manière assez rapide. Et il a besoin de ne pas, je vais pas dire qu'il a besoin de mettre la pression, Paulo Costa, mais il a besoin de ne pas être sous pression. Parce que comme je dis, il initie beaucoup avec ses kicks, et sous pression, on est sur sa jambe arrière, on met le poids sur sa jambe arrière, difficile d'envoyer des kicks avec une vraie stabilité quand on est mis sous pression. Donc, je vais pas dire que Paulo Costa, c'est dans son intérêt de mettre la pression, mais c'est dans son intérêt de ne pas être mis trop sous pression. Et du coup, automatiquement, Vettori, c'est dans son intérêt de mettre une énorme pression et de venir de temps en temps casser cette distance, clincher à la cage, chercher la lutte, voir ce que un Paulo Costa vaut sur son dos, essayer de le contrôler sur son dos, ce qui est vraiment la partie compliquée. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas été ultra structuré, c'est à cause du verre de vin. Je voulais faire une blague pour Paulo Costa, mais je me suis fait avoir. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi. Comme je le disais, j'ai pas fait de pub sur toute la vidéo. Si vous voulez soutenir un minimum ma chaîne YouTube, regardez la vidéo qui arrive maintenant avant de fermer ou de passer à la vidéo suivante. Merci beaucoup. C'était Chris Gunacht. On se retrouve très prochainement.